Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence ce midi, organisée à l'occasion du Jour de la Terre, qui est aujourd'hui 22 avril. Le SPJQ, on est heureux de vous proposer une conférence portant sur un enjeu central de notre époque, la transition vers une économie plus verte, mais surtout plus juste. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir M. Alexandre Gaïévic-Sayeg, qui est professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université Laval. Le professeur Gaïévic-Sayeg est spécialiste des politiques climatiques et de la transition juste au Canada. Ses travaux de recherche, soutenus par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, portent notamment sur la politique des changements climatiques, la transition énergétique, la tarification du carbone ainsi que l'économie verte. Il agit également à titre de co-directeur scientifique du projet Mouvement Entreprises Vertes Québec, une initiative qui vise à accompagner les entreprises dans leur transition vers des pratiques plus durables. Aujourd'hui, il viendra nous entretenir sur la notion de transition juste, un concept essentiel pour assurer que les transformations nécessaires à la lutte au changement climatique se fassent dans le respect de l'équité sociale. Il abordera également le rôle clé que doivent jouer les gouvernements dans la mise en place de cette transition. On vous note que cette conférence est faite en collaboration avec notre partenaire Desjardins et que cette conférence va être enregistrée pour ce qui est de la partie présentation, la période de questions qui s'en suivra. On vous demande de garder vos questions pour la fin de la conférence et la période de questions ne sera pas enregistrée. Donc, bonne conférence à tous. À vous la parole, M. Gaïvic. Excellent, bonjour tout le monde. Donnez-moi une petite seconde pour que je partage mon écran. Vous présenter aujourd'hui, d'être ici avec vous et en fait, j'ai vraiment hâte aussi à notre période de questions. Alors, je vais parler tout au plus 40 minutes et ça va nous laisser un peu de temps pour l'échange par la suite. Alors voilà, la transition juste, c'est vraiment comme un des sujets qui m'intéresse le plus, qui combine au fait mes deux principaux backgrounds qui sont les politiques climatiques et les politiques de transition juste, alors, et les politiques de justice sociale. Alors, on est vraiment à l'intersection entre la justice climatique et la justice sociale, qui sont en fait mes deux grands objets de recherche. Alors, c'est comme un peu naturel que ça fait plusieurs années que je travaille sur le concept de transition juste. Et là, je vais vous parler un peu, j'ai comme ça va être ça va être en 4 étapes. Alors voilà, je vais commencer par un peu donner l'origine du concept de transition juste, notamment les origines syndicales de ce concept que je trouve assez importante. Ensuite, on va vraiment parler du concept et du rôle de l'État. Ensuite, je vais parler du potentiel transformateur de la transition juste et je vais finir justement avec le rôle des professionnels du gouvernement. Donc voilà, en 4 étapes, ma présentation. Alors voilà, vous voyez ici Tony. Alors je vais revenir. Alors ça, c'est Tony Mazzocchi, qui est une figure centrale vraiment de l'avènement de la transition de la transition juste. Et à droite, vous avez une photo de la grève des travailleurs miniers au Royaume-Uni dans les années 80. Je vous arrête Deux éléments qui sont vraiment centraux un peu. Pardon? J'ai pas l'impression qu'on vous suit sur votre diapositive. Je crois pas que vous partagez le bon écran spécifiquement. Wow, mais là ici que je vois que je partage juste une affaire. Vous n'avez pas vu Tony, c'est ça? Non. OK. Ben là, je partage juste une affaire. Ben, c'est peut-être pas le bon écran que vous partagez dans ce cas-là. Là, vous voyez pas ma présentation? Oui, on voit structure à l'écran présentement. Oui, c'est ça qu'on voit à l'écran. Et la Tony? Ben, c'est la diapo suivante, j'imagine. Il faudrait que vous passiez à la diapo d'après. Mais là, je suis à la diapo d'après. Là, on la voit. OK, là, vous la voyez. Oui. Mais quand je suis en mode diaporama, vous la voyez pas. Ben, peut-être que c'est parce que c'est gelé sur le PowerPoint. Wow. Dans tous les cas, on voit ici, là. OK. Est-ce qu'on fait ça comme ça? Allons-y comme ça. Je suis vraiment désolé. Là, ça dépasse de loin mes compétences. Mais OK, là, vous avez quand même une présentation décente devant vous. Oui. OK, très bien. Alors voilà. Alors, donc là, vous me suivez. Tony Mazzocchi, qui était une figure assez centrale du début même de la question de la transition juste, c'était vice-président du syndicat des travailleurs du pétrole
du nucléaire et du pétrochimique aux États-Unis, justement à partir des années 70 et les années 80. Dans la figure de droite, ce que vous voyez au fait, c'est la grève, donc vraiment les confrontations entre la police et les grévistes du mouvement gréviste minier au Royaume-Uni dans les années 80. Alors, c'était comme deux moments qu'on pourrait vraiment en fait ramener pour un peu élucider le concept de transition juste. Alors, je commence un peu par la question au Royaume-Uni. Alors, il y avait vraiment leur slogan à l'époque, c'était vraiment genre close a pit, kill a community. Et ce slogan, en fait, était quasiment prémonitoire parce que c'est vraiment ce qui est arrivé. Ils ont fermé des mines de charbon et, en fait, ils ont tué des communautés entières. Il y a vraiment les travailleurs qui ont dû faire face à, justement, aux effets à long terme de la pollution toxique, mais aussi, évidemment, à des pertes d'emplois, au déclin urbain, à la pauvreté, à une incertitude, et toutes leurs communautés ont vraiment été affectées. On peut dire, au fait, que la plupart, là, je suis content de parler de transition juste, mais quand on regarde historiquement, la plupart des transitions qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui ont été quand même assez injustes. Il n'y a pas eu beaucoup de moments où on a vraiment pris soin des travailleurs lorsqu'une transition est arrivée. Et là, on parle justement d'une transition énergétique qui va changer complètement nos modes de production et de distribution d'énergie. Et là, donc, content que le concept de la transition juste fasse son chemin. En fait, par contre, la question de la transition juste n'a pas émergé dans le contexte de la lutte climatique. Il a vraiment émergé justement suite à la Deuxième Guerre, qui a eu vraiment beaucoup de nouveaux éléments chimiques qui ont été synthétisés. Et au fait, les ouvriers donc du pétrochimique ont été exposés à ces nouveaux produits avant vraiment qu'on comprenne vraiment c'était quoi les risques. C'est là où on avait commencé l'expression des silent killers, justement que ces produits chimiques-là causaient la mort, causaient vraiment des maladies, des décès prématurés de beaucoup de travailleurs. Et justement, là, dans les années 70-80, des militants syndicaux voulaient que justement des protections soient offertes aux travailleurs. Et là, je reviens à Tony. Tony était justement quelqu'un qui avait vu ce dilemme que ces travailleurs faisaient face. Ils avaient vraiment un dilemme entre leur santé et leur emploi. Et c'est là où il a vraiment... Alors, en fait, on crédite beaucoup à lui le concept de transition juste. C'est lui qui est arrivé même avec qui a commencé vraiment à utiliser ce concept. Et il avait justement négocié à l'époque des protections pour les travailleurs d'industries chimiques aux États-Unis, de plusieurs industries chimiques aux États-Unis. Vraiment pour que justement, on voyait que ces industries-là allaient fermer, qu'il y avait trop de risques, mais que les travailleurs allaient laisser pour compte. Et là, il a commencé à justement négocier des protections pour les travailleurs. Il a même eu une idée qui était connue comme genre le Super Fund for Workers. Cette idée-là, malheureusement, n'a jamais vraiment vu le jour, mais c'était vraiment cette idée de offrir de manière systématique des protections pour des travailleurs qui allaient perdre leur emploi. Je reviens à la question justement du Royaume-Uni. On a vu que justement aux États-Unis, ce concept-là a émergé. On a vu que certaines protections ont été offertes aux travailleurs. Du côté du Royaume-Uni, en fait, c'était tout le contraire. La transition a été injuste. Les travailleurs n'ont eu virtuellement aucun gain. Les fermetures de charbon qui ont eu lieu au début, ce n'était que le début. Alors vraiment, les 20 premières mines, c'était que le début. Les travailleurs du charbon au Royaume-Uni sont passés de 220 000 à 7 000 dans l'espace de 20 ans. Et c'est encore aujourd'hui un enjeu qui a été assez traumatisant. Et c'est un traumatisme collectif qui a persisté vraiment longtemps. Alors, lorsqu'on prend pas soin des travailleurs et des communautés, si on regarde l'exemple du Royaume-Uni, c'est un exemple qui nous montre que c'est des traumatismes qui peuvent vraiment persister encore longtemps dans des communautés. Et justement, OK. Donc là, on voit ça commencer avec la question, une transition qui a été fondamentalement injuste, des éléments de début de transition juste aux États-Unis avec la question des pétrochimiques. L'enjeu a commencé à être utilisé dans la question vraiment climatique autour des années 2000. Et là, on a vu justement que ça commençait avec l'OCDE, mais ensuite, surtout, c'était autour de 2015 où l'Organisation internationale du travail et l'Accord de Paris, tous les deux, ont vraiment mis de l'avant ce concept. Donc, 2015, ça fait pas si longtemps que ça.
mais on a vu dans le préambule de l'accord de Paris que la transition juste était vraiment directement inscrite et l'Organisation internationale du travail aussi, qui en 2015 a vraiment mis ses lignes directives pour une transition juste. Donc, on a commencé à voir que au niveau de la transition énergétique pour sortir le monde du fossile et sortir nos économies du fossile, il y a eu beaucoup de gens qui, en principe, pourraient perdre leur emploi. Et là, on a commencé à dire qu'on devrait peut-être systématiquement emprunter ce concept de la transition juste et l'appliquer à la lutte climatique. Juste pour vous dire que là, évidemment, je pense que j'ai rien à vous apprendre, que c'est pas vrai que non plus, genre, le mouvement syndical est vraiment homogène autour de cette question. Alors, vous savez, comme moi, que, bon, en fait, plusieurs syndicats, au fait, n'ont pas, au fait, mis de l'avant la question environnementale. En fait, ils ont plutôt privilégié, évidemment, la protection de leurs travailleurs plutôt que la lutte environnementale. Alors, c'est pas vrai que tous les syndicats ont une approche homogène au niveau de la transition énergétique. Mais par contre, là, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui voit que effectivement, la transition juste, c'est une manière de surmonter cette tension entre emploi et environnement. C'est vraiment une manière de faire en sorte que, OK, si on fait cette transition bien, si on pense vraiment à nos travailleurs, à notre communauté, aux personnes les plus affectées, peut-être qu'on pourrait, en fait, soulager différentes tensions et faire en sorte que il n'y ait peut-être pas autant d'emplois qui devraient être perdus, ou du moins, on ne devrait pas causer un traumatisme social aussi large. Euh, et donc, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de syndicats à travers le monde sont en train d'adopter ce langage de la transition juste. Et qu'en fait, justement, beaucoup de revendications liées au climat par, en fait, beaucoup d'acteurs sociaux, notamment des syndicats, sont accompagnés d'exigences liées au travail. Alors ça, c'est vraiment... Et c'est une chose... Alors, j'ai commencé à faire une revue de 3 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, et je vois, et donc je vais revenir à certains exemples de ces pays-là, mais on voit qu'il y a des déclarations assez marquées au niveau de plusieurs syndicats, notamment dans le secteur de l'énergie, comme quoi que, on serait d'accord pour y aller de l'avant avec des politiques climatiques dans la mesure où on prend soin des travailleurs. Alors, vraiment, le langage de la transition juste aujourd'hui est pas mal, commence à être de plus en plus utilisé et commence à être de plus en plus utilisé dans la question climatique et commence à justement être intégré par beaucoup d'acteurs sociaux dans ce sens de justement, on pourra agir davantage pour le climat si on prend soin de nos travailleurs. Excellent. OK, alors voilà un peu pour les origines du concept. Maintenant, parlons vraiment du concept. Alors, j'arrive avec 2 définitions, celui de la justice climatique et de la transition juste. Vous allez voir, ça se ressemble vraiment beaucoup. Mais au fait, il y a comme des fois des confusions entre ces 2 concepts-là, ce qui est complètement normal, au fait, parce que, au fait, dans leur logique, les 2 concepts réfèrent beaucoup à la même chose, c'est-à-dire la justice climatique réfère à la distribution équitable des risques, droits et devoirs climatiques entre les populations et à l'inclusion significative des personnes pertinentes dans le développement et l'implantation des politiques climatiques. Alors voilà, une dimension, et vous allez voir, ça va être important pour la présentation, 2 grandes dimensions. Une dimension distributive et une dimension qu'on appelle dans la littérature une dimension plutôt procédurale. Donc vraiment une dimension liée à la distribution des fardeaux et des bénéfices et une dimension liée à l'inclusion des parties prenantes dans le développement des politiques. Très important. Alors, pour la justice climatique, alors voilà, elle se porte, et c'est pour ça qu'on va juste regarder un élément de la justice climatique, qui est la transition juste, que vous le voyez là-bas tout en bas. Évidemment, la justice climatique, elle est globale, elle est aussi nationale, elle est intergénérationnelle, elle porte sur l'adaptation et l'atténuation et d'autres choses également, comme des questions de perte et dommages, par exemple. Il y a des questions théoriques, il y a des questions pratiques. La transition juste, en fait, vraiment s'inscrit. Alors, c'est comme, je la présente généralement comme un chapitre de la justice climatique. Parce que dans son mécanisme, on parle aussi de sa dimension distributive, de distribution des fardeaux et des bénéfices, et de sa dimension procédurale, qui est l'inclusion significative des parties prenantes. La différence, en gros, entre la justice climatique et la transition juste, c'est que la transition juste est généralement une portée plus limitée. Alors, la justice climatique va évidemment, on va parler beaucoup plus d'adaptation, on va parler vraiment beaucoup plus au niveau international. La justice climatique, généralement, la transition juste, généralement, elle va être plutôt mise en place. Alors,
pas qu'il n'y a pas des éléments globaux, mais elle va être plutôt mise en place au niveau national. Elle va plutôt être concentrée sur des travailleurs et des communautés, mais la logique reste la même. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'un côté, distribuer des fardeaux et des bénéfices, et de l'autre côté, inclure de manière significative les parties prenantes. J'ai regardé justement la définition du gouvernement du Québec de la transition juste, alors qu'il parle vraiment de ce côté de répartir équitablement entre les différents acteurs de la société les bénéfices et les coûts. Alors, très, très bien. J'ai pas, en fait, pas que le gouvernement n'a pas inclus la question procédurale, parce que visiblement, on voit dans les documents qu'il inclut, mais dans la définition, ils n'ont pas vraiment inclus. Mais c'est important ici de ne pas oublier que les deux éléments sont très importants. À la fois cette répartition équitable des coûts et des bénéfices, mais aussi l'inclusion des parties prenantes. Et là, je pense que moi, je vous apprends peut-être rien, mais je pense que là, restons ensemble ces quelques minutes et vous allez voir où je m'en viens. Je pense que vous avez déjà certaines idées en tête à quel point cette dimension-là est vraiment, vraiment importante. Alors, si on voulait, alors moi, j'ai commencé, je dis, OK, pour la présentation d'aujourd'hui, faisons juste comme un inventaire des différents rôles de l'État dans la question de la transition juste. Alors, définitivement, distribuer équitablement les coûts et les bénéfices de la transition. Aussi, faire place au dialogue social. Là, on va voir, on va définir cela un petit peu plus. Tenir compte des facteurs qui affectent l'acceptabilité sociale. Et là, c'est vraiment important, parce que le gouvernement en soi est un facteur qui affecte l'acceptabilité sociale. L'opinion des leaders politiques est un facteur qui affecte l'acceptabilité sociale. Mais au fait, on va voir que justement, dans les différents politiques, et là, j'insiste sur cet élément parce que ça va vous toucher, j'ai l'impression. Ça touche vraiment beaucoup d'acteurs et je pense que c'est un facteur qui a vraiment été négligé. En fait, c'est une dimension qui a vraiment été négligée ou un rôle qui a été vraiment négligé. C'est que lorsqu'on veut mettre en place des politiques, notamment des politiques qui peuvent être contagious, qui peuvent être un peu polarisantes, ben, on a vraiment tout intérêt à prendre et à tenir compte des facteurs qui vont affecter l'acceptabilité sociale. Et là, il y en a différents facteurs, mais notamment ces questions distributives et ces questions procédurales sont vraiment au cœur de ce qui peut affecter l'acceptabilité sociale, que ce soit pour le projet de tramway à Québec, que ce soit justement pour le déploiement d'énergie éolienne et ainsi de suite. Voilà. Alors, l'État a aussi le rôle d'orienter l'économie. Alors, vraiment, quand l'État, des fois, il fait des politiques, il oriente l'économie au complet. Alors, évidemment, c'est un rôle très important pour l'appareil étatique comme tel. Par exemple, si on dit on va interdire la vente de véhicules à essence, ça, c'est quelque chose qui envoie un signal au marché. Ça envoie un signal aux constructeurs automobiles. Ça envoie un signal aux revendeurs d'automobiles, aux concessionnaires et ainsi de suite. On oriente le marché et l'État a évidemment ce rôle d'orienter le marché. Alors, l'État n'est pas neutre ici. Les politiques qu'il met de l'avant envoient des signaux au marché. Et je peux vous dire qu'en fait, beaucoup d'entreprises, ils aiment ça quand les signaux sont assez clairs et ils aiment ça que les signaux, justement, sont assez stables pour qu'ils peuvent eux-mêmes mieux planifier leurs activités économiques. Aussi, l'État met en place toutes sortes de cadres législatifs et toutes sortes de politiques cadres, comme justement le plan pour une économie verte. L'État aussi a un rôle de protéger les plus vulnérables au changement climatique et à la transition. Alors ça, c'est aussi très important dans un contexte de transition juste. Allons voir c'est qui les personnes qui vont être le plus affectées par la transition énergétique et par la transition juste. Et j'ajoute un dernier élément. Alors, voilà, c'est la petite liste de 7 éléments que j'ai conçus. Un autre élément qui, pour moi, est très important, c'est que l'État doit être évidemment exemplaire et cohérent, mais il ne doit pas répéter les mêmes erreurs. Avec tout mon respect, par exemple, sur la loi, pour la loi sur le développement durable, si on regarde depuis la mise en place, je pense que c'est en 2007 que la loi sur le développement durable a été mise en place, en 20 ans, là, il y a un écart immense entre les principes et la loi et vraiment ce qui a été implanté au niveau gouvernemental. Alors, on m'a dit, j'ai vu des études qui l'ont dit, l'ont répété. Souvent, c'était justement parce que le ministère de l'Environnement, c'est pas le ministère le plus influent du gouvernement du Québec. Et généralement, justement, lorsqu'on essaie de dire qu'on devrait mettre en place des principes de développement durable, on voit que c'est pas vrai que systématiquement, toutes les décisions gouvernementales ont vraiment intégré ce principe-là de manière convenable. Alors, je pense que ça va être
important de nous garder en tête ici que le rôle de l'État, l'État va avoir un rôle à jouer important dans la transition juste et peut-être le faire de manière plus systématique pour, en fait, réduire l'écart entre, justement, les principes et les discours que l'État tient sur la transition juste et ce qui va vraiment se passer sur le terrain. Et là, je pense que vous aurez un rôle à jouer à ce niveau-là. OK, juste là, je ne vais pas passer vraiment longtemps là-dessus, là, mais juste pour vous dire, au niveau des politiques, là, il y a vraiment des manières de classer ces différentes politiques-là. Alors, je ne vais pas vraiment... Alors, moi, j'aime beaucoup le modèle NATO de Who It All, qui justement va parler des instruments de Nodality, Authority, Treasure and Organization, ou en d'autres termes, information, régulation, incitatif et organisation. Mais juste pour vous dire qu'évidemment, il y a une série d'éléments juste dans la catégorie justement de mettre en place des politiques. Il y a vraiment une série de politiques différentes que les États peuvent mettre en place, justement, que ce soit juste... Là, j'ai fait un autre graphique. Alors, justement, juste au niveau de l'atténuation, on pourrait mettre ces 4 catégories-là information, de politique liée au marché, de règlement de contrôle et d'organisation. Alors, vraiment différentes choses que l'État peut faire. Alors, voilà, vous voyez que ça s'appelle justement des subventions pour des rénovations vertes ou pour les voitures électriques, ou justement, ça peut être la fin des voitures à essence. Ça peut être justement des impositions pour que des institutions financières dévoilent les risques d'exposition de leurs actifs face à la lutte climatique. Alors, vraiment, c'est une série de choses que l'État peut faire justement pour orienter l'économie et accélérer la transition énergétique. Et là, vous devez vous dire justement que, wow, OK, il y a beaucoup, ça implique beaucoup de programmes et ça implique justement une fonction publique extrêmement qualifiée pour être capable de gérer ces programmes-là, pour être capable de vraiment s'assurer de leur efficacité et justement peut-être d'aider le dialogue social autour de ces différents programmes-là. J'y arrive. OK. Alors, pour vous dire que les 2 dimensions distributives et procédurales de la transition juste sont vraiment très, très importantes. Et là, c'est une chose que vraiment, ça saute aux yeux lorsqu'on va voir les différentes déclarations que font les syndicats au Canada notamment et ailleurs sur la question de la transition juste, c'est que honnêtement, là, le processus semble compter autant que les résultats. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de prendre soin de nos travailleurs, mais s'assurer que les travailleurs et les parties prenantes vont vraiment être autour de la table. Alors, ce n'est pas juste une question. Alors, c'est comme un peu sortir du paradigme de la consultation vraiment après coup et plutôt justement s'assurer que dans la formulation des politiques, les parties prenantes sont autour de la table en amont, vraiment au tout début. Et là, on voit vraiment que les syndicats et d'autres acteurs, d'autres communautés souhaitent faire partie de cette discussion vraiment au tout début et non pas être juste consultés en aval une fois que tout est déjà décidé. Donc, on voit, et cette idée-là, justement que le processus compte tout autant que les résultats, on voit que ça affecte vraiment l'acceptabilité sociale des politiques et ça affecte vraiment comment les gens vont percevoir les différentes politiques qu'on met de l'avant. OK. Alors, justement, juste pour vous dire, donc pour définir les mesures distributives, alors vous pouvez déjà imaginer, ça peut être justement des choses comme des nouvelles formations. Ça peut être pour des travailleurs, donc un peu comme on parle dans le jargon aujourd'hui de requalification. Donc, de faire en sorte qu'on va prendre soin des travailleurs, qu'on va formuler des politiques pour, par exemple, imaginons, disons que les raffineries du Québec, alors je regarde par ma fenêtre ici, j'ai la raffinerie de Lévis en grand plan ici en la regardant. Et effectivement, disons que si on réussit la lutte climatique, peut-être que justement, ça se pourrait que nos activités de ces raffineries-là vont diminuer et que effectivement, beaucoup de travailleurs vont être mis à pied. Est-ce qu'on est en train de penser en amont à des politiques de requalification? Est-ce qu'on est en train de justement penser que, wow, ça s'en vient? Est-ce qu'on pourrait aider ces travailleurs à voir quels sont leurs skill sets? Donc, quelles sont vraiment les compétences qu'ils ont déjà qui sont transférables et quelles sont les compétences qui leur manquent et donner des opportunités, penser, une chose qu'on est en train de faire, par exemple, c'est déployer notre filière de batterie ou déployer nos énergies éoliennes. Et est-ce que, justement, des travailleurs qui étaient, par exemple, dans le fossile, ont des skill sets qui sont transférables vers ces énergies renouvelables-là? Et là, on a remarqué, j'ai vu des premières études en Alberta qui nous disent que oui, effectivement, il y a des travailleurs qui ont des skills transférables et qu'ils peuvent passer des industries fossiles aux énergies renouvelables. Mais évidemment, ça prend
un soutien à la formation. Ça pourra justement le fait d'être ouvert avec ces travailleurs-là et de leur dire que ben, on va vous aider. Ben, des fois, ça peut justement être du soutien pour un déménagement aussi, que ben, ces industries ne sont pas nécessairement au même endroit. Est-ce qu'on peut aider justement des relocalisations des travailleurs? Est-ce qu'on peut penser, par exemple, que certains travailleurs sont un peu trop âgés et qu'on pourrait en fait plutôt leur offrir une retraite anticipée, que c'est peut-être ça qui serait le plus facile pour eux. Alors, c'est une série de mesures qui, là, vous voyez, sont vraiment de nature distributive. Et là, on voit qu'il y a comme certaines mesures et certains groupes de travail, au moins, qui ont été formés justement au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Aux États-Unis, malheureusement, depuis l'élection de Donald Trump, en fait, les mesures qui avaient été mises en place dans l'Inflation Reduction Act, notamment, qui étaient vraiment des mesures de transition juste, ben, avant, elles étaient justement obligatoires et là, elles sont rendues soit facultatives ou soit été complètement supprimées par la nouvelle administration Trump. Mais bref, au moins, cette idée-là avait été mise de l'avant. Pour les mesures procédurales, là, on parle vraiment justement de notions qui vont toucher au droit du travail, à des consultations et au dialogue social plus largement. Et ça, c'est un élément vraiment parfois qui semble, alors peut-être pas par vous, mais si je regarde certaines politiques gouvernementales dans le passé, qui a été sous-estimé par certaines politiques gouvernementales, mais vraiment, en fait, favoriser le dialogue social. C'est vraiment c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus euh, tentaculaire, si je peux le dire, qu'elle n'est présentement. On devrait vraiment avoir des dialogues sociaux sur différentes politiques, que ce soit justement du développement éolien en Gaspésie ou le tramway de Québec ou peu importe, mais on devrait être beaucoup plus ouverte sur ce dialogue social et notamment qui va conduire ce dialogue social-là pour vraiment toucher la population et pour vraiment en fait consolider le soutien à une transition plus rapide et une transition plus juste. Alors justement, sans surprise, ben, le dialogue social, c'est quelque chose qui permet de favoriser l'acceptabilité sociale, effectivement. Donc, ben, en impliquant les travailleurs, les syndicats et les employeurs dans la prise de décision. En ce faisant, là, il commence à avoir des études qui le montrent, ben, on réduit les résistances au changement. Si on a vraiment un bon dialogue social, on réduit les résistances au changement. Alors ça, c'est comme une manière de faire de la politique qui, ben, on va se le dire, ça n'a pas été toujours, ça n'a pas été toujours le cas. Et c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé. C'est qu'au lieu de justement arriver de manière très, très top-down, c'est de justement inclure les gens de manière beaucoup plus transversale et ainsi réussir à bâtir des politiques et justement diminuer beaucoup les résistances de gens de différents horizons. D'autres choses, c'est que ça nous permet aussi de trouver des solutions des fois plus concrètes. C'est que des fois, justement, ben, on réussit à toucher les gens qui ont vraiment l'expertise, qui sont vraiment sur le terrain, qui comprennent mieux ces politiques-là. Alors, c'est vraiment positif. Et bien, évidemment, ça nous aide à garantir un travail assez décent. Donc, des éléments qui sont vraiment, à mes yeux, un peu sous-estimés. Et justement, en fait, certains de mes collègues aux États-Unis, dans des nouvelles études, sont en train de montrer que vraiment, pour de nombreux projets énergétiques, comme vous avez déjà entendu parler sûrement de l'expression NIMBY, Not in my backyard, que justement les gens sont résistants à des projets lorsque ben, ça se passe dans leur cour. Ils sont d'accord en général, mais pas dans ma cour. On voit que justement ces éléments de dialogue sociaux et cette dimension procédurale de la transition juste est vraiment... Alors, c'est pas une question de juste, ben on va vous offrir des compensations pour justement faire passer quelque chose sur votre terrain. S'il n'y a pas le dialogue social, cette question de la compensation-là, on ne veut rien savoir. C'est comme même des gens sont réfractaires et disent hey, c'est pas une question de me payer pour ici, là. C'est de la manière comme vous avez conduit cette délibération totale-là, c'est ça qui nous agace. Alors, vraiment quelque chose de très important. Alors, un autre élément, alors je ne vais pas passer trop de temps là-dessus non plus, mais juste pour vous dire que, là, évidemment, quand on parle de transition juste, et pour finir justement avec le concept, avant de passer aux dernières étapes de ma présentation, il y a des visions plus exigeantes et des visions moins exigeantes de la transition juste. Alors là, évidemment, on pourrait faire 5 dimensions, là, pas juste la distributive et la procédurale, mais vraiment si on voulait comprendre la transition juste en profondeur et on pourrait voir que vraiment, oui, dans la littérature, il y a des gens qui sont très exigeants par rapport à la transition juste et des gens qui ont des visions qui sont un peu plus pragmatiques. À mes yeux, c'est pas une dichotomie. Là. Je pense que la littérature présente beaucoup comme une dichotomie. À mes yeux, c'est comme, il y a effectivement différentes dimensions et on peut être plus ou moins exigeant selon la dimension dans laquelle on se trouve. Mais ce que je veux présenter par la suite, c'est
même ces visions un peu moins exigeantes ont un potentiel transformateur. À part un élément, c'est que justement, il y a certaines visions de la transition juste qui ne impliquent pas une sortie du fossile. Ben ça contredit l'objectif même de la transition juste. Alors pour moi, ça, ce sont des positions qu'on pourrait écarter. Mais hors ça, par exemple, évidemment, il y a des positions de la transition juste qui ne portent que sur les travailleurs. C'est correct. Et il y a des positions qui vont vraiment inclure toutes sortes de populations, notamment des populations plus marginalisées. Il y a des positions sur la transition juste qui parlent juste justement d'emploi vert et de compensation, ce qui est déjà un potentiel transformateur immense. Mais oui, il y a des positions sur la transition juste qui vont parler du contrôle démocratique de l'énergie, qui est aussi un élément très important. Mais juste pour vous dire, on peut être plus ou moins exigeant, mais ça ne veut pas dire que ces différents éléments n'ont pas des potentiels transformateurs. OK. Alors justement, quel est ce potentiel transformateur? Alors, c'est à plusieurs niveaux. Notamment, c'est qu'on va augmenter l'acceptabilité sociale de la transition. Il peut avoir un impact électoral. Alors, justement, je vais parler rapidement d'une étude par rapport à ça. Il y a aussi d'autres éléments. C'est que, justement, il y a comme des études qui montrent que des dirigeants syndicaux peuvent être des agents de changement et des professionnels du gouvernement comme des agents de la transformation. Alors ça aussi, c'est très, très important. Et que justement, d'autres études qui montrent que les syndicats peuvent jouer un rôle de facilitant et qui justement va augmenter le soutien à la politique climatique. Donc, un potentiel transformateur qui n'est pas juste là, non négligeable, c'est un potentiel transformateur qui est considérable si on veut vraiment accélérer la transition. Alors, effectivement, on voit que plusieurs études sont en train de montrer maintenant que le potentiel transformateur de la transition juste peut être maximisé par l'activisme syndical ou par les mouvements syndicaux. Et qu'on voit que des syndicats ont joué un rôle justement dans certains plans de transition juste de justement faciliter le dialogue avec leurs propres membres, faciliter les dialogues avec les communautés, présenter ces plans à ces différentes communautés-là. Et on voit qu'il y a un impact concret en termes de succès électoral et de augmentation de l'acceptabilité sociale. Alors, effectivement, justement, il y a une étude, donc, le screen, l'imprimé que je vous ai mis là, il y a deux slides, mais justement, l'étude de Bullet et al. Et de Fergus Green en Angleterre. Alors, justement, eux, ils montrent à quel point, justement, c'est beaucoup le rôle des syndicats dans l'influence de la sensibilisation publique envers la transition juste. Alors, effectivement, alors, ce qu'ils ont fait, c'est que justement, ils ont vu en Espagne des endroits qui allaient être affectés par la transition énergétique, des gens qui étaient réfractaires qui justement étaient réfractaires à la base à des politiques climatiques, mais qu'on a présenté, on a justement conçu un plan de transition juste, on les a inclus dans la conception de ce plan-là et que les syndicats ont été ceux justement qui ont fait le relais dans cette inclusion-là, dans la présentation et justement ont réussi à faire en sorte que en fait, ces communautés-là étaient en fait non seulement moins réfractaires, donc on a diminué la résistance, mais on a augmenté activement le soutien. Alors vraiment, un impact électoral considérable. Alors une autre étude, ça c'est une étude de moi et mon équipe qu'on a fait ici au Canada, c'est qu'on a justement juste posé des questions. Hey, est-ce que vous êtes d'accord avec l'augmentation de la tarification du carbone? Est-ce que vous êtes d'accord avec la diminution de la production de combustibles fossiles au Canada? Vous pouvez imaginer la répartition de l'appui à ces deux positions-là à travers le Canada. Évidemment, il y a beaucoup de gens que tu dis, est-ce que vous êtes en faveur de l'augmentation de la tarification du carbone? Ils font, non. Est-ce que vous êtes en faveur de la diminution de la production de combustibles fossiles? Non. Par contre, on a posé les mêmes questions et on a inclus des mesures de transition juste à la suite de ces questions-là. Alors, on voit que ce qui s'est passé, c'est que à la base, là, si vous regardez, en fait, là, je n'ai pas besoin de regarder, si vous regardez juste la colonne de gauche ici, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec justement augmenter la tarification du carbone, notamment si vous regardez en Alberta, Saskatchewan. La colonne de gauche, ici en haut, est toujours plus haute. Les gens ne sont pas d'accord avec augmenter la tarification du carbone. Par contre, si vous regardez les trois colonnes qui suivent, si vous regardez, si on inclut des mesures de transition juste, justement, pour soutenir les travailleurs, pour soutenir les populations, pour créer des emplois verts, alors on voit que justement l'opposition à la tarification du carbone diminue
et le soutien à la tarification du carbone augmente. Alors, c'est juste une étude on a eu des données pour montrer que, ben, effectivement, même dans les politiques climatiques qui ne sont pas populaires, si on inclut des mesures de transition juste, ben, le soutien augmente. Et même, justement, alors, on a fait la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour diminuer la production de produits fossiles au Canada? Ben, on voit que des gens ne sont pas d'accord avec ça. Mais si on dit, est-ce que vous êtes d'accord si on crée des emplois verts et on prend soin des travailleurs? Et là, on voit que, justement, l'opposition, elle, diminue et que le soutien à ces politiques-là, il augmente. Alors, on voit effectivement, ça contribue à cette idée que la transition juste a effectivement un potentiel transformateur et peut augmenter l'acceptabilité sociale. Là, j'arrive au dernier élément. Je vais finir avec ça, mais justement le rôle pour les professionnels du gouvernement. Alors, on voit d'un côté qu'effectivement, si on peut dire du point de vue général, alors c'est quoi? Et là, je m'excuse si je parle à travers mon chapeau, je parle à vous qui connaissez mieux votre rôle que moi, bien évidemment. Ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même un peu voir de manière générale, ça serait quoi ce rôle-là? Et voir un peu de manière plus précise et ensuite comprendre un peu les différentes implications. Alors, ce qu'on pourrait voir, c'est que, effectivement, il y a un rôle dans la conception et la mise en œuvre de politiques climatiques et de politiques de transition. Alors, vous êtes des personnes qui vont effectivement concevoir, écrire, rédiger ces politiques-là de la meilleure manière possible. Évidemment, vous avez une expertise technique vraiment fine sur les rouages du gouvernement, sur les rouages de l'État et sur différentes réalités sectorielles que vous observez vraiment clairement, directement, de proche. Et ça, c'est une contribution immense, justement, de votre rôle dans la transition. Et là, c'est la question, puis là, c'est ma dernière une question, c'est même une question pour vous, c'est justement la question du relais du dialogue social. Alors, j'ai vu justement certaines études qui montrent que des syndicats peuvent effectivement relayer le dialogue social, faire en sorte qu'on va justement communiquer avec les bonnes personnes et même concevoir des mesures pour communiquer aux gens. Moi, je me demande dans quelle mesure est-ce que vous pouvez vraiment, vraiment faire ça, mais dans ma tête, du point de vue général, c'était un des rôles des professionnels du gouvernement. Si on veut regarder de manière plus précise, on pourrait au moins distinguer à mes yeux 6 leviers différents. Alors, c'est que d'un côté, c'est que ben, vous êtes ceux qui garantissent un peu l'indépendance et l'intégrité scientifique. C'est que effectivement, ben, votre travail, les décisions publiques, c'est un peu votre rôle de faire en sorte qu'ils vont justement reposer sur des données rigoureuses, qu'on va être un peu loin des pressions politiques. Et donc, ça, c'est quelque chose de vraiment important pour la transition efficace et équitable. Donc, justement, vous êtes dans cette conception des politiques-là et donc que vous êtes très bien placé pour imaginer et voir l'impact des différentes politiques sur au niveau des coûts et des bénéfices sur différents groupes de la population. N'est-ce pas? Vous administrez aussi des programmes. Alors, on peut penser justement au programme Rouler vert du gouvernement ou au programme Logivert, des programmes des co-camionnage. Alors, si on pense vraiment au secteur des transports, qui est le secteur le plus émetteur au Québec, par exemple. Donc, vous êtes ceux qui vont administrer des programmes vraiment importants pour la transition. J'ai vu un élément, et ça vient de vous, que j'ai trouvé assez intéressant. Là, à moins que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment en consultant votre site web que j'ai vu justement un peu cette lutte contre la sous-traitance en montrant que vous êtes vous êtes en fait des meilleurs experts et ça contribue justement à une meilleure continuité entre les politiques à un coût moindre que justement des consultants des fois privés. Donc, vous êtes dans une politique importante, dans une position importante ici. Et aussi, ben, justement, vous êtes dans ceux qui peuvent concevoir et déployer des mesures pour la requalification des travailleurs et enfin, justement, des mesures dans cette dimension procédurale, donc plus précise que j'ai vu, vraiment penser à comment est-ce qu'on pourrait connecter avec différents groupes pour augmenter l'acceptabilité sociale. Alors, il y a une chose aussi, ben, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes des experts quand même, vous êtes justement dans la fonction publique. Juste pour vous dire que, donc, c'est quand même une mise en garde un peu pour finir. Dans un contexte aujourd'hui de montée du populisme, alors vous et moi, on va devoir défendre notre place. Alors, on est dans un contexte où il y a une montée des courants populistes dans plusieurs endroits dans le monde. Souvent, alors jusqu'à récemment, le Canada a été vu comme une exception à cette montée du populisme, de moins en moins.
Alors, évidemment, des experts comme des universitaires, comme des scientifiques, comme justement la fonction publique, des élus des fois, des journalistes, on va devoir défendre notre place. Alors, notre rôle d'expert, et on aura donc à non seulement agir en tant qu'expert, mais aussi à protéger l'expertise publique. Et ça, justement, dans le contexte dans lequel on se trouve, je le dis explicitement parce que on va devoir penser à ça. On va devoir penser en amont à comment est-ce qu'on va faire face à ça, parce qu'il est très possible qu'on va se faire, comment dire, euh, on, on- on va être dans le spot, comme on dit. On va vraiment avoir un spotlight sur nous et on va devoir vraiment penser en amont comment est-ce que on va devoir se défendre, parce que sinon on va être constamment sur la défensive pendant les plusieurs années, pendant les années à venir. Alors voilà. Alors juste pour finir, juste pour vous dire que j'ai juste ici mis deux petites citations. Il y a comme deux, juste que il y a plusieurs syndicats à travers le Canada qui justement soutiennent la transition juste dans la mesure où on prend soin des travailleurs, alors vraiment très important. Alors justement, pour conclure, alors on pourrait voir que effectivement les dimensions procédurales et distributives de la transition est très, très importante, que la transition juste est un facteur qui augmente l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique, que les syndicats peuvent être des agents de changement, en fait, pas peuvent être, sont des agents de changement vraiment importants, et que, ben, justement, les professionnels du gouvernement vont avoir un rôle clé à jouer, et notamment de mettre leur expertise à contribution. Voilà. Merci beaucoup. Souvent que je parle vite, je pense que j'ai trouvé mon alter ego aujourd'hui, clairement, mais ça vous a permis de nous présenter beaucoup d'informations super intéressantes, pertinentes, puis des liens concrets aussi avec l'importance du dialogue social qu'on valorise beaucoup là, au niveau du syndicat et l'action syndicale en général. On vous remercie encore une fois pour votre participation. Merci à tous aussi les participants aujourd'hui et bonne Ça me fait après-midi. plaisir. Merci pour votre présence et merci pour l'invitation. Merci.